Radio One, 19h, 20h30, votre rendez-vous hebdomadaire de la petite balle jaune, Karl. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, un Tennis Talk très chargé. On passera très rapidement entre 19h et 19h05 sur les résultats des tournois WTA. Et on prendra un peu plus de temps pour parler de la Coupe Davis, des barrages et des demi-finales. Et on parlera peut-être un petit peu de la finale aussi. Et puis surtout, on aura un gros dossier, donc on fera la WTA entre 19h et 19h05. On fera la Coupe Davis entre 19h05 et 19h20. Et on fera un gros dossier sur le changement de vizir au sein de la Fédération Française de Tennis, donc le changement de capitaine. Noah remplace Clément. On redira un petit peu, on fera un résumé de comment ça s'est passé, on reparlera un petit peu aussi, on se laissera de demander pourquoi Arnaud Clément a été remercié, alors on pensait qu'il allait quand même faire une campagne de plus. On va aussi se demander pourquoi c'est Noah qui le remplace, quels sont les atouts de Noah, au-delà du fait qu'il en ait déjà gagné 2 en tant que capitaine. Et puis on fera donc ça entre 19h20 et 20h10, et entre 20h10 et 20h30, si on arrive là et si on n'est pas dévoré par notre débat, on fera la présentation des tournois féminins WTA et des tournois masculins WTA, Metz et Saint-Pétersbourg. Tennis Talk, c'est... Ah, pardon. Alors, qui est là ce soir? Guillaume est là. Bonsoir Guillaume, on t'entend mal, t'es un peu loin. Enzo est là. Bonsoir Karl, bonsoir à tous. Salut Enzo. Maître Lévy est là. Bonsoir à tous. J'aime bien cette petite musique derrière, ça fait... C'est la musique de Tennis Talk, hein. Ouais, ça fait une petite ambiance un peu cool, t'as vu, c'est pas mal. Ok, on a une pensée pour notre camarade Constantin qui est prisonnier. Rendez-nous nos camarades parce il est à la fac. Alors Tennis Talk, c'est parti et on va tout de suite. Allez, c'est parti. Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. Alors, on va tout de suite parler des résultats de la WTA. On va très vite. Donc, il y avait un tournoi à Kualian où Zheng Saisai, une future star du tennis apparemment, a gagné le simple et le double. Québec, Beck a battu Ostapenko. Et au Tokyo International, Vanina Wickmayer, la Belge, a gagné son premier tournoi depuis 2010. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. On sait que c'est une joueuse qui est pleine de qualité, qui a une énorme frappe de balle, mais qui a un petit peu de mal à maîtriser ce qui se passe. Donc, on va tout de suite arriver sur la Coupe Davis et on va commenter un peu sur les barrages qui commencent. Personne? Pour les barrages, qui a vu quelques matchs, qui a un résultat à commenter? Bah en barrage, il y a pas eu de réelle surprise. On a eu les Suisses, Wawrinka et en se faisant battre en double, hein, quand même. Ouais, mais qui quand même sauve un petit peu la Suisse, qui sauve un petit peu le soldat suisse en venant remporter ce match de barrage qui aurait été ingagnable. Si Chiudinelli et Lamer devaient se dépatouiller un petit peu tout seuls, ils sont venus un peu sauver la nation et bon, malgré un petit accro en double et un peu de difficulté quand même pour Stan. Ouais, Wawrinka était pas très bien physiquement. Wawrinka était apparemment plus ou moins en convalescence de l'US Open, il était crevé. Et j'ai regardé les matchs de Federer. Je l'ai pas trouvé incroyable, mais en même temps, en jouant pas très bien, il perd pas de manche, donc voilà. Enfin, je crois qu'il a pas eu à forcer son talent. En même temps, il était
il était quand même, on va se dire, largement au-dessus de Debacker et Uta Galung. Il peut jouer quand même à 50% de ses capacités. Ouais, mais t'en et as mettre pensé 3-7. quoi? Moi, j'ai trouvé qu'il avait pas joué à 100%. Ah, mais il avait pas besoin, je pense. Il fait souvent ça maintenant, quand il sent qu'il est au-dessus, il prend un break d'avance un petit peu dans tous les sets, et après il laisse un peu couler, tranquillement. Il était en roue libre, on va dire en roue libre. Ouais, Ça bah, correspond bien. il a fait le taf. Oui. Bah, il a sauvé la phase de la Suisse dans ce groupe mondial Coupe Davis. Après tout, il était venu pour ça, et quelle que soit la manière, encore plus en Coupe Davis. Mais bon, la le perte en double, c'est plutôt Stan, hein, pour le coup, Karl. Non, c'est Culinelli. Ah oui, c'est plutôt que, excuse-moi, oui, enfin, ce que je voulais dire, excuse-moi, exactement ce que je voulais, non, mais c'était ce que je voulais dire, c'est parce que Stan pouvait pas jouer parce qu'il était fatigué, et la paire Federer Chiudinelli, je crois ils ont pas énormément joué ensemble, enfin, ils avaient pas beaucoup d'automatisme, et ils perdent en 5-7, c'est ça, enfin, ils ont des occasions, mais ils perdent en 5-7. Ouais, ils perdent en 5-7. Ouais, enfin bon, enfin, y a pas, je pense que honnêtement, ils étaient pas en place. Ouais, mais enfin, Roger, il est obligé de jouer il est obligé de jouer le dimanche. Je pense qu'il aurait été bien content de terminer ça Ouais, mais la stratégie, c'était de jouer sur Chiudinelli, hein, dans le double, hein. Ah oui. Ouais, Sur Culinelli. Le contraire aurait été étonnant. ouais, voilà, donc bon, c'est un peu risible d'ailleurs la stratégie. Mais on va donne un passer match assez bizarre. rapidement. On va passer assez rapidement quand même parce qu'on a quand même notre gros débat qui nous attend et ça va être un peu plus intéressant. Donc la République tchèque a battu l'Inde 3-1, la Suisse a battu les Pays-Bas 4-1, l'Italie a battu la Russie 4-1, les USA ont battu l'Ouzbékistan 3-1, le Japon s'est arraché contre la Colombie 3-2, C'était pas l'Allemagne a contre battu... l'Afrique du Sud, le Japon? Ah, je rigole. C'est en rugby, c'est vrai. Bon, ça on pourra en reparler, mais ça c'était très bon ça. Ah, ils sont Japon... arrachés aussi. Ah ouais, ils les ont arrachés, ça c'est bon. Japon-Colombie 3-2, Allemagne-République Dominicaine 4-1, l'Allemagne qualifiée, Croatie 3-1 contre le Brésil, et la Pologne a battu la Slovaquie 3-2, donc on a quasiment tout le monde qui reste dans le groupe, et on peut quand même signaler aussi que l'Espagne a gardé sa place en deuxième division. Parce qu'il fait jouer en barrage de deuxième division avec Nadal qui jouait et également Verdasco. Ah merde, j'ai pas suivi. Nadal a gagné? Oui, mais il faut dire par contre Ouais, qu'il mais- jouait contre le 900e mondial et que dans le premier set, il était malmené. Ah bah, ça a dû leur donner de la confiance, ça. Ah non, pas du tout, je pense, parce que malmené dans le premier set, il est à 4-4, il sauve des balles de break et il prend le set un peu à l'arrache. Et après, bon, heureusement qu'il gagne quand même contre le 900e mondial. Il a quand même le droit de gagner quelques matchs. Bah, c'est une bonne nouvelle quand même que l'Espagne. Pour rebondir là-dessus, sans mauvais esprit, j'ai été assez surpris aussi, puisque je connaissais pas le nom de son adversaire, donc j'ai été regarder sur internet le résultat, et c'est vrai que je me suis dit quand même Nadal qui fait un score correct, mais sans plus contre le 950e joueur mondial. Ouais, quand même. Ouais, c'est inquiétant quand même. Si vous me dites que le premier set a été accroché, Ouais. c'est quand même inquiétant, quoi. C'est quand même inquiétant contre un joueur du presque pas du top 1000, quoi. C'est quand même. Il va jouer les futurs maintenant, Nadal. Bah non, mais sans blaguer, quand vous êtes millième mondial, vous jouez quoi? Vous jouez même pas les meilleurs challengers. Bah non, les futurs et parfois les qualifs de challenger si les conditions sont réunies, on va dire. Et sans quasiment jamais les passer. Ouais, c'est quand même un peu inquiétant. Je pense que bon, on aura le temps d'en reparler. On aura le temps d'en reparler en fin de saison, je pense. Bah donc du coup, pas vraiment de surprise, Karl, sur ces barrages. Non, pas de surprise. Je pense qu'il faut tout de suite se mettre sur les matchs qui ont été des matchs intéressants entre la Grande-Bretagne et l'Australie et Belgique-Argentine. Ouais, donc les demi-finales. Exactement.
Alors qui a regardé un petit peu, bon, on voit que Murray est très motivé. Il a gagné 3 points. Il était dans les 3 points gagnants. Et oui, et Murray est plus que motivé même parce que il y a une rumeur comme quoi il ferait l'impasse sur le Masters pour ne pas faire entre guillemets l'erreur qu'a pu commettre Federer et L'erreur, c'est pas une erreur, ils ont gagné. non mais l'erreur au Masters d'avoir pris le risque de se blesser et de pas être arrivé à 100%. Enfin, il peut se blesser en glissant sur dans un escalier. Enfin, c'est ça. Dans un baignoire. Dans un baignoire. Bah oui, non, mais Non, mais je vois pas quand même Murray être forfait à Londres, chez lui, en Grande-Bretagne. C'est peut-être pas chez lui non plus, vu qu'il est écossais. Mais je vois pas non plus Murray, être forfait au Masters pour jouer la Coupe Davis, quoi. Enfin, faut arrêter de délirer. Et il a dit ça? Il a vraiment dit ça? Bah, c'est des infos qui circulent, oui, comme quoi il a dit que son objectif c'était la Coupe Davis et que c'était possible qu'il ne joue pas le Masters. Ah oui, non mais par contre ce qui est vrai c'est qu'il fait sa campagne, on l'a vu déterminé contre la France, là il est déterminé contre l'Australie, il veut la gagner Murray, il va la gagner. Enfin il y a pas, excusez-moi mais il y a pas non plus beaucoup de mystère sur cette édition. Non, c'est vrai, mais c'est beau. Moi, je pense que c'était une finale avant l'heure, cette rencontre entre la Grande-Bretagne et l'Australie, parce que d'un côté, c'est beau de voir Murray réussir sa campagne avec la Grande-Bretagne, mais ça aurait été aussi intéressant de voir Hewitt batailler pour sa dernière année. Et il joue avec son frère en double, non? Ouais, mais en même temps, c'est là qu'on se dit que on en viendra après, que la France a vraiment raté son heure, parce que Herbert et Mahut ont quand même tapé Murray et Pierce, qui est quand même meilleur que Andy en double. Non, tu peux pas dire qu'il est meilleur que Andy en double. Si tu mets un double avec les meilleurs joueurs du monde, ces doubles-là vont battre des joueurs qui sont des joueurs moyens de tennis. Même s'ils n'ont pas de... Tu vois bien que quand ils jouent pour s'amuser et que les mecs après ils s'inclinent parce qu'ils veulent pas se retrouver en finale, mais toujours... Quand t'as Nadal qui joue en double, Nadal c'est un bon joueur de double, parce qu'il a de retour, etc. Bah oui, après, c'est vrai. C'est pas certain que oui et non, je dirais, parce que tu vois, les frères Bryan, non mais honnêtement, les frères Bryan contre Federer et Wawrinka, je pense pas qu'ils perdent à chaque fois. Je pense que c'est assez et qu'ils peuvent même gagner plus souvent que le contraire. Non, mais en fait, il y a une double question, c'est que tu mets Federer et Djokovic ensemble, demain, ils perdent. Non, mais ils perdent contre tout le monde. Attends, je sais pas finir. Tu leur laisses un mois ensemble, ils gagnent contre tout le monde. Mais non, mais si. Mais je pense même pas à moi. Moi, je pense que tu leur laisses quelques jours et ils gagnent contre tout le monde. Oui, non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que tu les mets demain matin ensemble, ils perdent contre tout le monde, et 3 jours plus tard, ils gagnent contre tout le monde. C'est juste ça la différence. C'est juste ça la différence, c'est que deux joueurs qui jouent pour la première fois ensemble, même s'ils sont tous les deux dans le top 10, ils vont pas faire un bon match. Mais voilà, c'est un peu comme quand les joueurs de foot, pourquoi l'Espagne a gagné la Coupe du Monde en foot, c'est parce que ils avaient que 2 équipes, tous les joueurs jouaient toute l'année ensemble au Real de Madrid et au FC Barcelone. Bah, c'est un peu pareil en Coupe Davis, c'est-à-dire que si vous mettez 2 joueurs qui ont jamais joué ensemble ou qui jouent pas ensemble, ils vont pas faire un très bon match. Après, si c'est 2 joueurs qui s'entraînent et qui jouent de temps en temps ensemble, c'est différent. On est d'accord. Et à mon avis, un Federer Djokovic qui s'entraîne un peu lamine les frères Bryan. Voilà, bon, ok. Mais voilà, elle est toute là la question. Mais après, c'est où j'en venais, c'est quand même que cette année, il y a quand même un joueur, enfin un très bon joueur de simple et un très bon joueur de double qui vont à 2 gagner la Coupe Davis. C'est frustrant quand on voit qu'en France. Berdych Stepanek aussi, tu peux prendre cet exemple. Non, mais tout à fait, mais c'en est encore plus frustrant quand on est français et qu'on se dit qu'on veut jouer la Coupe Davis tous les ans et qu'au final, ce sont des
des nations sans réelle profondeur d'effectif qui nous laminent. Mais après, la question que tu poses, elle est plus générale sur la Coupe Davis. C'est vrai que ce qu'on peut regretter et pas regretter, c'est que finalement un homme peut faire la différence dans la Coupe Davis. Donc tu n'as pas besoin d'une profondeur d'effectif monumentale pour gagner la Coupe Davis. Entre guillemets, il vaut mieux avoir un joueur dans le top 3 que 20 joueurs dans le top 50, quoi. Non mais tout à fait, mais après c'est là je pense le problème de la Coupe Davis et qu'il faudrait rendre ça peut-être un sport, une compétition plus collective et à dimension plus générale. Ouais mais attends, laissons-le préciser, c'est-à-dire qu'on puisse faire par exemple plus de matchs que cela, ou alors que à chaque match on soit obligé d'aligner un joueur différent. Et là, ce serait vraiment Oui, mais alors à ce moment-là, t'empêches des pays comme la République tchèque de gagner. La République tchèque, avec 2 joueurs, ils sont arrivés à gagner 2 années de suite. Donc, t'empêches ce genre de choses. Tu peux pas faire ça quand même. Il y a des petits pays, t'as des grands pays comme les États-Unis avec 300 millions d'habitants qui ont plein de joueurs, ou l'Australie où tout le monde fait plein de sports, etc. Et des pays minuscules où le tennis est tout petit et qui pourraient et gagner la Coupe Davis, ça pourrait vraiment donner un engouement dans le pays pour le tennis, et ça tu l'empêches. Non mais ou alors une autre solution, c'est d'empêcher un joueur de jouer 3 matchs. Ça, c'est déjà plus... Ouais, mais pourquoi empêcher les choses Parce que après, ça devient trop caricatural, la Coupe Davis, maintenant. Et moi, personnellement, je suis partisan de la rendre beaucoup plus unique, entre guillemets, de la mettre tous les 2, 3 ou 4 ans, d'en faire un véritable engouement et de faire de ça une compétition collective. Plus collectif que c'est actuellement. Moi, je suis là dans ce que tu dis. Je pense effectivement que ça serait le moyen que tout le monde la joue si on ne la jouait pas chaque année, tout simplement. Effectivement, il faudrait que ça devienne un rendez-vous. Je me souviens par exemple parce que bon, alors pour les plus jeunes d'entre nous, peut-être on s'en souvient moins, mais les Jeux Olympiques, à un moment donné, quand ça s'est créé, tu sais, quand ça a été relancé à Barcelone en 92, tout ça, on a eu du mal à faire venir les meilleurs joueurs, les top joueurs à leur meilleur, hein. Il y a des tas de joueurs jusqu'en 2004-2008 qui venaient pas au JO, qui prétextaient des blessures, etc. Et c'est redevenu très populaire depuis, on va dire 2004, 2008, 2012, ouais. Et maintenant, depuis que la ATP a mis des points. Hein. Oui, mais pas que. Ça joue effectivement, mais c'est pas que ça, parce que c'est pas grand chose par rapport au. Tu gagnes un Master 1000, c'est beaucoup mieux. Mais je veux dire. Il y a un moment donné où en 96, 2000 et tout, quand tu vois les demi-finales, les finales, c'est avec des joueurs de deuxième plan. Le champion olympique de 2004, il me semble que c'est Nicolas Massiou, hein, le Chilien. Il y a pas eu Marc Rosset aussi dans. Ouais, mais à l'époque où il était dans le top, il était 7 ou 8e hein, quand il le gagne. Bon, mais Nicolas Massiou, il a jamais été plus que 30e mondial, il a jamais rien fait. Et il était en finale contre Gambil, non, ou Mardy Fish peut-être, mais qui était 30e à l'époque. Tandis que maintenant, la finale de JO, c'est, ça sera sûrement Djoko, Federer, Murray, comme la dernière fois et comme en 2008. Donc, tout ça pour dire que si on arrive effectivement, si on veut progresser, mais dans le tennis, on a du mal à évoluer, sur la Coupe Davis notamment, parce que c'est les fédérations qui ont le pouvoir. Je crois que la mettre tous les 2 ans, il y aurait beaucoup moins de top players qui se poseraient la question de la jouer ou pas. Voilà. Ou peut-être vas-y Willem. Ouais, non mais bon après c'est un autre débat, c'est la question du calendrier, mais je crois pas que ce soit en jouant la Coupe Davis tous les 2 ou tous les 4 ans parce que ça tu changes pas le calendrier, tu l'aménages pas en fonction de la Coupe Davis tous les 2 et tous les 4 ans et ça reste quand même je crois qu'on va en parler plus tard, mais ça reste une campagne compliquée, longue et difficile pour les joueurs et à la limite si tu la mets tous les 2 ans, c'est juste à moins d'équipes qui vont gagner, et ce que disait Karl, c'est que tu vas permettre à moins aussi de petits pays de pouvoir la gagner. Donc je suis pas sûr que ce soit forcément la solution de faire une Coupe Davis tous les 2 ou tous les 4 ans ou comme une Coupe du Monde. Je pense que tu soulèves un bon point, William, c'est que c'est une campagne longue et très compliquée. Justement, le principe de la faire tous les 2, 3 ou 4 ans au maximum, ce serait d'avoir une Coupe Davis
sur 2-3 semaines peut-être, quasiment du même acabit qu'un grand chelem en termes de longueur, Ah, et ça, on d'avoir est un d'accord. tournoi, et d'avoir Ça, on est un tournoi d'accord. peut-être avec des Au lieu- poules et des phases finales derrière. Au lieu de faire le truc en Asie qu'ils font là en décembre, si on mettait la Coupe Davis tous les 2, 3, 4 ans et qu'on remplaçait ça par un super événement en décembre, Coupe Davis, que tout le monde aurait envie de regarder à Noël, que tout le monde se battrait pour la gagner, ça serait super. Plutôt que ce truc morcelé là en week-end après les grands chelems. Enfin, ça, moi, je suis totalement pour. Et je crois que c'est une piste qui a été évaluée. Je sais pas pourquoi elle a jamais été retenue, mais en tout cas, ouais, sur cette idée, je suis totalement d'accord. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on revient à se dire, parce que là, on va revenir aux demi-finales, on se revient à dire qu'une nation, certes, qui aime bien le tennis, mais qui a des joueurs quand même relativement faibles, je parle pas de la Grande-Bretagne, mais de la Belgique, qui a Goffin, bon, qui est top 20 grâce à ses nombreuses campagnes, grâce au nombre de tournois qu'il joue. Mais après, l'autre joueur, c'est Steve Darcy, qui est quand même très loin, ou Bemelmans, qui sont quand même très loin. Et c'est une équipe qui arrive à parvenir en finale sans avoir réellement eu à jouer de cadors, sans avoir éliminé de grandes nations ou de grandes nations complets, et qui aujourd'hui arrive à aller en finale sans coup férir et sans réaliser d'exploits énormes. Et c'est ça que je trouve dommage. Après, je suis d'accord avec vous, mais si on imagine ce format-là, ou peut-être que tous les meilleurs seraient là, ce qui est une bonne chose. En tout cas, c'est pas une bonne nouvelle pour la France, qui justement peut tirer profit du fait que la Coupe Davis, probablement qu'une fois que Murray va l'avoir gagnée cette année, aucun du top 5 va la jouer, quoi. Peut-être Nishikori avec le Japon, c'est possible, mais ou Raonic avec le Canada. Je trouve que c'est deux nations qui l'ont pas gagné récemment, en tout cas. Je me demande si le Japon l'a déjà gagné, mais je pense Non, pas. je pense que Non, jamais. Canada, non. Non, Donc ça serait Canada, historique, jamais. ça serait historique pour ces deux pays, et j'imagine que Raonic et Nishikori, même pourquoi pas un Dimitrov avec la Bulgarie, pourrait. Non, parce que là, il est tout seul, là. Non. Ouais, bon, bah oui, mais Nishikori, il est un peu tout seul aussi, non? Non, il y a des mecs qui arrivent. Il y a un jeune japonais qui est avec lui, qui est Nishioka. pas mal. Il y a Ouais, non, Nishioka non, au contraire, il est vraiment en locomotive, Nishikori. Il fait sortir des mecs avec Sato et il fait sortir. Il y a des types qui commencent à sortir un peu. Tu sais, c'est toujours pareil, hein, quand t'as une locomotive, t'as des joueurs qui étaient pas à fond, qui commencent à se mettre à fond, à s'entraîner un peu plus, un peu mieux. Non mais voilà, mais c'est ce que je veux dire, c'est que si on la joue tous les 2 ans et que ça devient un truc hyper médiatisé, enfin que ça change de dimension, tous les 2 ans, on va avoir la Serbie qui va gagner la Coupe Davis, quoi, donc ou l'Angleterre ou la Suisse, donc en même temps, le format qu'on critique permet aussi à des nations de gagner cette coupe qui est quand même un événement fédérateur. Et Est-ce que le but c'est quand même pas à un moment donné d'avoir en demi-finale et en finale aussi les équipes les plus fortes? Parce que moi j'ai un regret, je vais vous dire, par rapport à la Coupe Davis de ces 10 dernières années, c'est que finalement on n'aura jamais eu de Suisse-Espagne, on n'aura pas eu de Suisse. En fait, on n'a pas eu ces matchs-là en Coupe Davis qu'on a eu dans les années 90, dans les années 80 et tout au long de l'histoire du tennis, où on a eu, moi je me souviens de la finale, tu dois t'en souvenir, Karl, Russie-États-Unis à Moscou avec Kafelnikov et il y avait Chesnokov contre Agassi et Sampras. Là, ça c'est des trucs dont tu te souviens. Il y a eu des Allemagne-Suède avec Becker contre Edberg et tout ça. Nous, faudrait regarder, mais je pense qu'il n'y a jamais eu de joueurs du top 10 ou 5 qui se sont affrontés, hein. Il y a eu un Nadal un Nadal Djokovic sur terre battue, mais c'était c'était en 2006. Il avait il était 50e mondial. Je veux dire, depuis 2008, qui sont tous au top depuis 7 ans, c'est vrai qu'ils l'ont tous gagné au fur et à mesure, et c'est sûrement Murray qui va la gagner cette année. Mais moi, enfin, je sais pas vous, mais c'est vrai que c'est un regret de dire, tiens, c'est dommage, moi j'aurais aimé voir un Serbie-Suisse ou l'Espagne, Angleterre, enfin, ces nations-là en demi-finale, quoi.
c'est pour ça que ça m'intéresse pas honnêtement que je la suis très peu, parce que là le Belgique-Australie de ce week-end, moi de voir Darcis contre Tomic en demi-finale de Coupe Davis, bon bah j'ai autre chose à faire quoi. Non, mais c'est tout à fait vrai parce que aujourd'hui, ce qu'on peut regretter, c'est de pas avoir eu de gros choc. Alors oui, ça permet à des petites nations de la gagner, mais à quel prix? Au final, si on faisait une Coupe du Monde, par exemple de football tous les ans, c'est pas dans le but de voir gagner, la République tchèque ou la Hongrie. Non. Le but, c'est quand même d'avoir des grosses affiches, d'avoir des exploits des fois qui font vibrer. Exactement. Aujourd'hui, la Belgique qui sort le Canada, puis l'Argentine, etc., ça fait pas vibrer parce qu'on a un Darcy qui bat Schwartzmann ou Berloc, et ça fait moins vibrer que si on avait un Nadal qui battait un Djokovic en demi-finale de Coupe Davis. On a vraiment le sentiment que bon, ça on est tous d'accord là-dessus, je pense que les grands joueurs, une fois qu'ils l'ont gagné, ils ont coché la case Coupe Davis. Et puis, on n'en parle plus trop, quoi. C'est un peu, enfin, voilà, ça y est, je l'ai gagné, c'est bon. J'ai fait mon devoir de citoyen, mon devoir face à ma fédération. J'ai donné de ma personne, j'ai rajouté une ligne sur mon palmarès, c'était sympa, j'ai des bons souvenirs, c'était cool. Merci tout le monde, et puis au revoir, quoi. Ouais, non, mais tout à fait. Je sais pas s'il y a vraiment l'amour de cette Coupe Davis, de jouer avec son maillot national. Parce que au final, c'est pas un amour, si c'est juste pour ajouter son nom à un palmarès et ne plus jamais revenir, c'est là qu'il est le problème. Alors il y a eu cette fameuse polémique. Faudrait regarder exactement si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Des gens disent que Federer et Wawrinka n'avaient pas besoin de venir pour être qualifiés pour les Jeux Olympiques. Moi, il me semble quand même qu'ils avaient besoin de rester dans le groupe mondial pour être qualifiés pour les Jeux Olympiques. Et c'est peut-être pour ça que Nadal et Ferrer, non, c'est pas Ferrer, Nadal et Verdasco et compagnie ils sont allés au Danemark jouer un match qui était, on va pas se mentir, joué d'avance pour je pense avoir leur qualification pour les Jeux Olympiques. Mais apparemment, il y a une règle qui te dit que tu dois avoir joué avec ton équipe nationale si tu veux être qualifié pour les Jeux Olympiques. Garçon, il faut qu'on arrête. On a le journal qui va arriver. Il faut qu'on arrête. On laisse la place au journal tout de suite. Tout de suite le journal. Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. Radio One, le journal. Et à la une de l'actualité en ce mardi 22 septembre 2015 à 19h30, les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne ont trouvé un accord sur la répartition de 120 000 réfugiés de migrants malgré l'opposition de 4 pays membres. On a totalement merdé, voilà ce que reconnaît le PDG de Volkswagen America. Le constructeur allemand a triché sur les tests anti-pollution de véhicules diesel vendus aux États-Unis et risque une très forte amende. Au Burkina Faso, à Ouagadougou, la pression s'accentue sur les putschistes dirigés par le général Gilbert Diendéré, appelés à déposer les armes par l'Union européenne. Certains ont déjà quitté les rangs du RSP pour se rendre à l'armée loyaliste. Enfin, des gendarmes français ont formé des policiers de Bahreïn pendant les émeutes de 2011. Voilà ce que révèle le magazine Cash Investigation, alors que la France avait suspendu son accord de coopération avec les autorités locales. Tout de suite, la suite de Tennis Talk. On se retrouve à 20h. Radio One, 19h, 20h30, votre rendez-vous hebdomadaire de la petite balle jaune, Karl. Alors on est de retour avec merci à Martin pour les informations. On est de retour. On va essayer de conclure assez rapidement sur ce point. Mais juste ce que je disais, c'est il y a quand même une nécessité pour les joueurs de jouer dans leur équipe nationale 18 mois avant, ou je sais pas. Voilà, c'est fait. Pour certains, c'est fait. Maintenant, les Jeux Olympiques, c'est dans un an, donc pour plein de gens, c'est fait. On a vu Djokovic qui a joué un seul match avec la Serbie. On s'est fait. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire.
Voilà, mais bon, ok, voilà, mais ça rajoute ce sentiment de cocher une case. Bah oui, mais oui, on sait tous que la Coupe Davis, ça peut engendrer des blessures, ça engendre des fatigues, ça engendre des voyages en plus. Voilà, c'est pas des périodes où tu peux travailler, où tu peux te reposer. Donc forcément, ils vont essayer. On n'oublie pas que le circuit est de plus en plus dur, et de plus en plus féroce, et vraiment très 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 demandant en termes d'organisme et de physique. Donc c'est donc oui, coche des cases. C'est pour ça que la Suisse, on savait très bien que Federer avait gagné. Ça y est, il a coché la case, il a gagné la Coupe Davis. Il va plus la rejouer. D'ailleurs, on se rappelle de De Witt cette année qui d'ailleurs était entraîneur de mon fils et qui ne l'est plus, et qui voulait d'ailleurs le faire zapper la Coupe Davis pour qu'il puisse se préparer. Et au final, de son plein gré, il était revenu et il a fait du bien à l'équipe de France, mais ça a peut-être contribué à l'agacement de son entraîneur et donc à son départ par la suite. Ouais, je pense que c'est pas tout ça, les relations sont plus compliquées, et puis je pense que voilà, on est hors sujet, mais on revient complètement. On a un gros dossier là qui est vraiment où vous allez avoir beaucoup à parler. C'est sur l'éviction d'Arnaud Clément. Donc on arrête avec le sujet Coupe Davis, on verra. Non mais oui, finale. Ce sujet. Belgique, Ouais. Oui, bah sur ton sujet, Karl. Moi, finalement, j'ai peu de choses à dire. Ça va aussi aller vite. Sur quoi si, vous allez voir, on va avoir des choses à dire. Je vais vous poser des questions. J'ai plein de questions à vous poser là-dessus. Alors, on parlera de la finale Belgique, Grande-Bretagne, qui aura lieu à Gand, sur terre battue. Voilà, donc terminé avec ce sujet de la Coupe Davis, on va rentrer maintenant sur le sujet qui est le gros sujet de la semaine, c'est-à-dire l'éviction d'Arnaud Clément. Alors, Arnaud Clément a été choisi par les joueurs il y a 2 ans, parce que c'était plus ou moins un copain, quelqu'un qu'il connaissait, d'après ce qu'il disait, il se sentait très bien avec lui, et puis au fur et à mesure des campagnes, on a vu que les résultats ne venaient pas, et que l'année dernière, ils se sont fait éliminer. L'année dernière, ils ont perdu la finale, plutôt pas éliminés, mais ils ont perdu la finale contre la Suisse avec une communication désastreuse autour de la blessure, pas la blessure de Tsonga qui a pas une attitude non plus irréprochable sur cette affaire, puisqu'il est parti jouer l'IPL juste derrière. On a vu qu'il y avait beaucoup de mal à sélectionner un double, soit un joueur, soit alors qu'on avait un double qui fonctionnait très bien l'année dernière avec Julien Beneteau, donc on prenait que Beneteau et quelqu'un d'autre, ça ne fonctionnait pas, on avait du mal à avoir une tactique, on sentait pas que toute cette équipe jouait ensemble. Là on a vu avec la défaite en Angleterre, le fait que Gasquet, qui venait de faire une demi-finale à Wimbledon, ne jouait pas, c'était quand même assez incroyable, et donc tous ces problèmes ont conduit la fédération dans un premier temps à temporiser, puis à accélérer la chute de Clément pour introniser comme nouveau capitaine après les campagnes de 91-92 et 95-97, me semble-t-il, Yannick Noah. Alors, Noah est-il vraiment l'homme On va poser question. Pourquoi Clément est-il tombé? Est-ce que les gens, vous pouvez peut-être réfléchir un peu sur pourquoi Clément est-il tombé? Première question. Deuxième question, est-ce que la fédération a eu raison de finalement, d'après ce qui se dit, de se soumettre aux pressions des joueurs, et notamment de Tsonga et Gasquet? Et troisième question très très importante, Noah, le personnage de Noah, il revient 20 ans après tout de même, 19 ans après, et a-t-il les moyens de faire gagner ce groupe? On commence par le sujet Clément. Guillaume. Par le sujet Clément, ouais. Bon, moi j'ai jamais été emballé par Arnaud Clément. Et j'avais regretté, dès sa nomination, je savais bien qu'il resterait pas aussi longtemps que Forger, Noah ou d'autres.
Pour moi, c'est un peu comme dans la fin d'un couple, un peu, parce que Forger est quand même resté très longtemps. C'est un peu le mec de transition, c'est-à-dire bon, à ce moment-là, on finit une histoire, on tourne une page. Forger avait bien commencé, puis année après année, on voyait qu'il y avait un décalage, je pense, une différence de génération, notamment aussi dans ce que Forger pouvait prôner, parce que bon, on va pas revenir en arrière, mais quand j'entends encore à l'US Open cette année en regardant Forger commenter et expliquer à n'importe quel joueur que de toute façon la seule solution de gagner un match, c'est de venir au filet, de faire service volé. Bon, quand on s'appelle Gilles Simon, on vient pas faire service volé contre Novak Djokovic pour gagner par exemple. C'était même Gilles Simon qui en avait parlé avant moi dans l'équipe. Donc bon, bref, Arnaud Clément, j'étais pas emballé du tout. Voilà, pour moi c'est un bon gars, effectivement, c'est un bon partenaire, c'est absolument pas un leader. Et je suis désolé, mais pour moi le capitaine, il faut que ce soit un leader. Voilà. Peu importe le fait finalement que Noah ait gagné Roland Garros. D'ailleurs, c'est pas forcément ça, mais il faut que ce soit un vrai leader, un patron. Malheureusement, il n'est pas forcément responsable non plus du fait de cette mauvaise organisation de la FFT qui donne tout le pouvoir aux joueurs, mais il avait aucune chance pour moi de réussir. Et puis bon voilà, sportivement en plus, il n'aura pas fait un si mauvais parcours, mais à chaque fois qu'il y a eu un match décisif, on a senti que c'est pas lui qui prenait les décisions, quoi. Finalement, c'était les joueurs qui lui imposaient un peu, voilà, et il a jamais changé quoi que ce soit en 3 ans, notamment sur les rencontres importantes. Alors, est-ce que tu veux dire que c'était une marionnette ? Oui, tout à fait. Gachassin est la marionnette de Gilbert Izerne, tout le monde le sait. Di Pasquale, c'est quelqu'un qui va pas non plus l'ouvrir comme le faisait par exemple Patrice Dominguez à l'époque, et on l'a viré pour ça évidemment. On a mis Di Pasquale qui est un mec qui s'investit beaucoup mais qui arrondit les angles, et en plus de ça, là à la tête de la fédération, on a mis pareil un fusible qu'on aurait bien sûr le loisir de changer à tout va, donc ça arrangeait tout le monde tant que ça ne bougeait pas. Là seulement que ça bouge et que les gens commencent à gueuler, donc effectivement on se rend bien compte qu'il va falloir tout changer. J'ajoute à cela, Noah arrive là en 2016 et Gachassin en 2017, ça sera ciao aussi, donc la FFT va clairement bouger là dans les 2-3 ans qui viennent. Qui veut prendre la relève ? Bah après, je pense que sur Arnaud Clément, l'analyse de Guillaume est très juste. C'est qu'au final, on a l'impression, je sais pas si ça se confirme en interne, parce que nous, on n'aura finalement jamais les clés exactes de ce qui se passe en interne, mais en tout cas, il donne l'impression de ne rien choisir. Il donnait l'impression de se soumettre aux idées des joueurs, sur Tsonga quand il est blessé un petit peu au coude, sur Gasquet quand il veut pas trop jouer sortant de son bon Wimbledon, sur peut-être Tsonga, Gasquet qui voulait jouer en double. On a l'impression qu'il s'est pas imposé dans ses choix, que de toute façon Clément, on savait que ce serait pas un leader naturel, mais que sa proximité avec les joueurs n'a finalement pas été très utile parce que il se laissait trop dominer, je trouve. Et effectivement, c'était l'opposé de Forget qui, lui, malgré des idées un petit peu vieillottes sur le tennis actuel, avait quand même ce charisme et ce leadership. Il choisissait lui-même qui allait jouer, qui n'allait pas jouer. Et... Je crois que charisme, c'est peut-être un petit peu fort quand même. Hein. On va peut-être dire autorité, mais charisme pour Forget, c'est peut-être un peu fort. Ouais, mais autorité, oui, mais c'est autorité clairement. Ouais. Oui, autorité bien sûr, mais c'est surtout maintenant, on va voir avec ça vient du fait que c'est pas la même génération. C'est plus facile d'avoir de l'autorité quand t'es une génération quand même bien distincte, plutôt que quand t'es Arnaud Clément, le pote de Richard, le pote de Gaël ou je ne sais qui, quoi. Tu étais en plus un joueur qui était devenu secondaire juste avant de devenir capitaine, donc c'est-à-dire le mec de complément qui voulait jouer mais qu'on faisait plus trop jouer devient le capitaine. Bon, pour des types comme Tsonga, tout ça, qui étaient pas loin du top 10, forcément, ça peut pas coller. C'est, voilà. Non, mais, et là, on va revenir. Enfin, c'est quand même eux qui l'ont choisi, hein. Moi, je répéterai toujours cette phrase, c'est eux qui l'ont choisi. Bah oui, c'est normal, tu choisis ton copain, mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est eux qui l'ont... Et c'est bien le problème, d'ailleurs. Oui, c'est eux qui l'ont choisi, c'est vrai que c'est un problème, ils auraient jamais dû avoir à le choisir. Et deux, moi, j'aimerais quand même dire que
oui, Arnaud Clément a fait les mauvais choix. Oui, Arnaud Clément n'a pas de charisme. Oui, Arnaud Clément n'était pas la meilleure personne pour faire ce rôle, étant donné tout ce qu'on vient de dire. Mais ça n'explique pas ce qui s'est passé et la manière dont il a été, sorti, premièrement. Je pense que la FFT devrait balayer devant sa propre porte en interne avant de fustiger Arnaud Clément. Et deux, globalement, moi ce que j'aimerais quand même dire, parce que ok, on peut dire que ses choix n'ont pas toujours été bons, mais globalement, qu'il ait eu des bons ou des mauvais choix, ça n'aurait rien changé. On aurait perdu contre la Suisse et on aurait perdu contre la Grande-Bretagne. Donc, c'est facile de dire que ça n'a pas marché, tout ça. Oui, il y a eu des choses qui n'auraient pas dû être faites, mais n'empêche que dans les faits, si, comme tout le monde le dit en ce moment, la finalité justifie les moyens, c'est-à-dire gagner la Coupe Davis justifie les moyens, on peut pas le reprocher à Arnaud Clément. Il est tombé contre une équipe suisse meilleure, et qui avait de toute façon des joueurs meilleurs, et il est tombé contre un Andy Murray qui est quand même pas une burne sur gazon. Et je crois quand même que cette année, il y a quoi? Il y a que Roger Federer qui fait un match d'exception pour le sortir à Wimbledon. Donc c'est normal qu'ils battent 2 Français en Coupe Davis 10 jours plus tard. Et William, là je suis tout à fait d'accord, et tu soulèves une problématique, c'est est-ce qu'aujourd'hui le capitaine de Coupe Davis peut changer le résultat d'une rencontre? Est-ce qu'aujourd'hui on peut reprocher à Clément de perdre contre un Murray énorme? Est-ce qu'on peut lui reprocher de perdre contre un Wawrinka et un Federer qui jouent ensemble à un très bon niveau? Et est-ce que finalement on peut vraiment lui reprocher son bilan comptable, ou est-ce qu'on lui reproche finalement son manque de charisme? Moi je pense que ses résultats n'ont pas été catastrophiques, parce qu'aujourd'hui Guy Forget n'a pas fait mieux en termes comptables. Je pense que c'est son pur manque de charisme et d'autorité, je pense, sur ce groupe qui a été condamné. Mais évidemment, c'est un foutoir pas possible à la fédération, et c'est par là que devrait commencer le grand ménage, plutôt qu'en bas, où au final, où le DTN a au final une influence sur les résultats sportifs de la nation. Je pense que le capitaine, qu'il mette Tsonga ou Murray ou Tsonga ou Gasquet à jouer contre Murray sur gazon, je pense que le résultat est le même. Et moi je vais aller plus loin encore. Moi je pense que l'arrivée d'Yannick Noah est très opportuniste, dans le sens où Yannick Noah il est pas con, hein. Évidemment. Il sait qu'il va arriver, que Murray va gagner la Coupe Davis cette année, que Federer la joue plus, que Djokovic la joue plus, que Berdych la joue plus. Bon voilà, il peut juste avoir peur de Nishikori qui la joue l'an prochain, ou éventuellement Raonic s'il retrouve le niveau, ou une Australie transfigurée avec Kyrgios, Kokinakis, Sujuit. Mais globalement, il a quand même beaucoup plus de chances de la remporter une fois que la Suisse et la Grande-Bretagne l'ont remportée. Donc mais si on la gagne pas l'année prochaine, je pense que la Coupe Davis on la gagnera jamais. Aujourd'hui, maintenant que Murray va certainement, on va pas se mentir, la Grande-Bretagne va certainement gagner cette Coupe Davis. Là, ça va donner un boulevard énorme à la France, dans lequel Noah, en tant que personne un peu opportuniste, comme tu l'as dit, s'est engouffré. Mais par contre, si les résultats ne sont pas là, Noah, le donneur de leçons, Noah, le prophète autoproclamé, ne pourra pas se cacher derrière des excuses en disant qu'il sera tombé contre meilleur, parce que ce ne sera pas vrai. Ouais, mais bon, je vous dis, à part une forte équipe du Japon ou du Canada, on voit pas par qui quand même pourrait se faire battre la France l'an prochain. Enfin, quand même, on a quand même 3 joueurs, Gilles Simon, Richard Gasquet et Tsonga, qui sont bien installés entre la 10 et la 15e place. Éventuellement aussi un Gaël Monfils, donc bon, une fois qu'il aura réglé ses problèmes personnels, mais voilà, donc bon, je pense quand même que Yannick a été plus opportuniste qu'autre chose. Mais tout à fait, et ça c'est une problématique qu'on évoquait en parlant du grand boulevard qui arrive, c'est que Yannick Noah,
il vient d'une génération tout autre, où évidemment le tennis était forcément moins exigeant que les circuits aujourd'hui, mais il a quand même des notions incroyables de tennis, il est quand même au-dessus de la norme à ce niveau-là, et il sait qu'il va arriver dans un moment de trou noir, de véritable trou noir au niveau de la Coupe Davis, et que forcément il va arriver en grandissime favori. Et vous vous rappelez, juste pour l'anecdote, que quand même il y avait eu toute une polémique parce que Yannick Noah était quand même sorti de son silence alors qu'il n'aurait pas forcément dû au moment de la finale en disant qu'on n'avait eu aucune chance. Enfin, il y avait quand même eu toute une. Ouais, bon, il avait déjà fait le coup en 2002. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2002, quand on avait perdu la finale d'un cheveu à presque minuit dimanche soir, il avait aussi, il se l'était ouverte en disant ouais bon voilà, ça pouvait pas bien se passer, etc. Il y avait été un peu mollo parce que c'était forgé sur la chaise, mais il avait quand même aussi parlé parce que dès que ça se passe mal, il parle quand même quoi. Non mais c'est bien là qu'il est le problème, je trouve, c'est dans cet opportunisme de Noah, moi qui m'exaspère. Alors, moi j'avais envie de garder le problème Noah plutôt Noah pour la seconde partie, parler d'abord de Clément, peut-être de ce qui n'a pas été dans les rangs, dans les relations, dans le relationnel entre lui et les joueurs, etc. Ça, on en a parlé, il était un peu faiblard, et c'est pas quelqu'un qui a une énorme personnalité, c'est plutôt un mec sympa. Et en fait, plutôt essayer si on amène le sujet Noah, ce serait de dire oui, Noah, alors Noah, on l'a, ça y est, mais pourquoi? Pourquoi Noah alors il y a quand même d'autres gens, on peut laisser la chance à quelqu'un de plus jeune ou à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un qui est dans le giron fédéral. Pourquoi Noah? Tu penses à qui Thierry Champion? Non, je ne pense pas à Thierry Champion, non. Il y avait la possibilité Henri Lecomte, il y avait Pioline, mais non, Henri Lecomte c'était pas une possibilité. Ouais, Pioline, ok, Pioline. Attends, Henri Lecomte il est très bien, c'est pas parce qu'il est un peu foufou, Henri Lecomte est très bien. Henri Lecomte un de ces quatre, on va l'avoir en interview et vous verrez, dites pas de bêtises hein, parce que sinon on l'aura en interview. Non mais c'est quelqu'un, Henri Lecomte, qui a une intelligence tennistique incroyable. C'est quand même un analyste. Non, on va pas dire ça. Il a de l'expérience. Non, il a de l'expérience. Il a énormément d'expérience, Henri Lecomte. Mais c'est pas un. Regarde, quand il était joueur, c'était pas un tacticien. C'est pas un tacticien, Henri Lecomte. C'est un joueur instinctif plutôt. Voilà, c'est un instinctif, c'est un talentueux, peut-être un des plus rares talents du tennis que le tennis ait connu. Hein. Si tout avait suivi, il aurait pu être fabuleux. Mais il connaît le tennis aujourd'hui. Il connaît le tennis très 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 bien. C'est très sûr. Et peut-être. Tu regardes sur Eurosport, c'est pour ça. Non mais certainement qu'aujourd'hui, un garçon un homme comme Henri Lecomte connaît mieux le tennis actuel que quelqu'un comme Yannick Noah. Non, là ça on peut pas le dire parce que Noah suit le tennis, il entraîne Lucas Pouille, il est plutôt plus ou moins conseil de Lucas Pouille en ce moment. Donc il est pas tout le temps sur le circuit, mais il est de temps en temps sur le circuit. On l'avait croisé à Londres là quand il y avait, je crois qu'il doit avoir une maison à Londres du côté de Chiswick, pas très loin de Wimbledon. Donc il est là de temps en temps, tu vois, il est incognito, mais il est là quand même. Et la solution, Amélie Mauresmo ou Patrick Mouratoglou? C'est quand même Patrick Mouratoglou, je sais pas, mais Amélie Mauresmo, il est clair qu'elle a quelque chose. On a bien vu comment elle a fait les oreilles. Mais ils sont occupés les deux. Ils sont occupés les deux, Mouratoglou, coach. Ah oui, les deux sont occupés, mais bon. Non, puis Mouratoglou, mais d'une d'une suffisance et de non c'est ridicule. Mouratoglou c'est quand même un mec qui est quand même bon tacticien, on peut pas lui enlever ça. Ouais, mais là dans un rôle de capitaine, c'est lui il va non, je sais pas. Le problème c'est qu'il a jamais été joueur. Oui, mais ça c'est une autre question. Mais bon, c'est
Ouais. Est-ce Non, que mais, t'as besoin, jamais est-ce que t'as besoin d'être joueur pour être capitaine de Coupe Ah, Davis ça c'est toujours la question. Est-ce qu'il faut avoir été, faut avoir été cheval pour être jockey Bon, bah voilà, oui ou Non, non, ça dépend. Mais après, c'est mieux d'avoir été joueur quand t'es sur la chaise. après, Aujourd'hui. on a beau polémiquer sur savoir si Mouratoglou ou, ou Mauresmo ou Pioline ou Lecomte aurait été mieux. Aujourd'hui, on doit scoltiner Noah. Non, mais tu peux pas dire ça pour l'instant. On est obligé de lui donner, comment dire, le bénéfice du doute. On peut pas dire on va scoltiner Noah. Non, mais Noah, il a quand même fait gagner 2 fois, même si c'était il y a longtemps. Non, mais c'est bien sûr. Il a gagné en 81. Il a failli la gagner en 81. Et ça ne s'est pas fait parce qu'ils sont tombés sur McEnroe Gene Mayer, qui était vraiment super, très 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 supérieur à l'époque. Donc il n'a pas pu la gagner. Il menait 2-1 contre McEnroe quand même. Hein. À l'époque où il y avait un break à la fin du 3e set et il y avait un break de 10 minutes et qu'on sortait du terrain et qu'on revenait. Et après, quand il est revenu, il était décomposé, il a perdu le match. Mais c'était bien sûr hyperbolique, Karl, ce coltiner Noah. Non, mais ce qui m'énerve avec Noah, c'est que s'il gagne, et ce qui est très probable qu'il fera remporter la Coupe Davis à la France, et c'est ce que j'espère, on entendra de sa bouche ou de la bouche de ses plus grands défenseurs le fait que ce soit lui qui a apporté le Saint Graal à l'équipe de France, alors qu'au final, on est dans une époque, comme on va l'expliquer, où il y aura un creux monumental et où, au final, il n'a pas le droit de se rater. On l'attendra au tournant et il faut bien qu'il le sache. Il ne pourra pas se dérober. Alors, une chose. Je parlais tout à l'heure avec Patrice Bonin, qui a le blog, l'excellent blog Tennis Concept, qui est un de nos partenaires qui était même parfois là de temps en temps. Malheureusement, il ne peut plus venir, et qui a une vision très tactique du tennis, et avec pas mal d'aspects, l'aspect tactique, l'aspect psychologique, physiologique bien entendu. Et il me disait, en ayant discuté avec quelqu'un avec lequel il travaille beaucoup, qui est un entraîneur qui est un entraîneur plutôt mental, il disait que on a un problème, énorme problème mental en France en ce moment, et que lui, Noah, il connaît, ça il sait faire, et il arrivera très certainement à faire grimper les mecs au rideau et à les faire aller là où ils ne veulent pas trop aller, parce qu'ils sont tous un petit peu, je dirais pas paresseux, mais ils ont une limite mentale. Non, mais visiblement, ce que lui disait ce coach mental, c'est que Noah, lui, il pourra leur faire le pas de plus ou les 2 petits pas de plus qui font la différence dans ce genre de match un peu au couteau, un peu tendu. Non, mais évidemment que Noah, c'est quelqu'un qui est compétent. On va pas se mentir, c'est quelqu'un de compétent et qui peut faire énormément de bien si son message passe. Parce que c'est quand même quelqu'un qui, même s'il est parfois très suffisant, qui lui, pour le coup, a un charisme, qui lui a une autorité et qui lui a une approche mentale du tennis différente de celle, par exemple, d'Arnaud Clément. Évidemment, on va pas se mentir. Je crois qu'il n'y avait pas d'approche mentale du tennis chez Arnaud Clément, on peut le dire. Oui, il n'y a pas d'approche mentale du tennis. On peut presque le dire comme ça. Mais après, aujourd'hui, Noah, est-ce que son message va réussir à passer quand on sait que des joueurs comme Tsonga ou Gasquet peuvent parfois être des têtes de mule, hein? Est-ce que son message va réussir à passer? Ça dépend. Le message passe à quel moment? Le message passe quand il y a justement une forme de respect. Tout le monde, disons les choses telles qu'elles sont. Pour Tsonga, Noah est black, d'origine africaine comme lui, il se sent très proche de lui, très certainement. Il va le respecter pour ça. Bah, surtout que c'est son rêve d'avoir une carrière à la Noah. On va pas se mentir, son rêve c'est de gagner Roland Garros. Il peut toujours courir dessus pour gagner un grand chelem. Mais en tout cas, pour ça. Après, c'est le seul Français qui a gagné depuis, je sais pas combien d'années, enfin en tout cas depuis 1932 32 ans, qui a gagné un grand chelem. Donc si tu veux, on peut pas lui dire quelque chose sur comment préparer un tournoi, comment gagner un gros tournoi, il sait faire. Donc là, si tu veux, il a
justement l'ascendant psychologique sur tous ces gars-là que ne peut pas avoir un Arnaud Clément qui a fait une finale de Grand Chelem en Australie, balayé par par Agassi, qui était un peu là par hasard et qui n'est jamais arrivé à rééditer cet exploit. Et je pense que son plus grand fait d'armes, c'est d'avoir fait le match le plus long à Roland-Garros face à Santoro. Ils ont joué 6h30 ou un truc comme ça, un truc. 6h33. Ouais. Ouais, il était en finale à l'Open d'Australie quand même. Oui, mais je l'ai dit ça, mais éclaté par Agassi quand même. Il n'a pas fait, il n'a pas existé. Mais tout le monde s'est fait éclater par Agassi en finale de l'Open d'Australie. Non, mais là, moi, j'y étais pas. Donc, non, mais pour être sérieux, il n'a pas quand même une carrière qui lui permet d'avoir cet ascendant psychologique que Noah peut avoir sur les joueurs. C'est le truc qu'on peut dire. Aujourd'hui, ça, personne là en France, mis à part peut-être Pioline, qui a fait quand même 2 finales Grand Chelem, personne ne l'a. Il n'a pas gagné les gros tournois, Pioline. Il n'a pas gagné les gros tournois. Donc personne ne l'a, cette chose-là. Et c'est sur ça que... Peut-être que 2 personnes peuvent l'avoir. Henri Lecomte, parce que il n'a pas gagné les gros tournois, mais il a été là très très souvent. Et c'est quand même une légende du tennis. Et que son talent lui permet d'avoir un ascendant psychologique sur ces joueurs-là, et qu'ils ont dû quand même le regarder. Ils étaient tout petits, mais ils ont dû quand même le regarder. Et je pense qu'il a ce truc-là. Et celle qui peut l'avoir, c'est Amélie Mauresmo, parce qu'elle a été numéro 1 mondial, la seule numéro 1 mondiale que le tennis ait connu, que le tennis français ait connu, qu'elle a gagné 2 grands chelems et qu'elle a gagné le Masters. C'est côté féminin peut-être, mais elle sait comment se préparer, elle sait gagner. Et on peut voir le travail qu'elle a fait avec les filles de la Fed Cup. C'était très 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 bien. Elle a fait un très bon boulot. Et on peut voir aussi le travail qu'elle fait avec Murray, qui est un mec, et qu'elle est arrivée à faire progresser. Oui, mais faut dire que Murray est aussi d'une humilité et d'une envie de travailler incroyable. Et aujourd'hui, je suis pas sûr que Tsonga ou Gasquet soient capables de faire les mêmes efforts que lui. Si t'as un mec qui te botte le cul, tu vas peut-être le faire, quoi. Et si t'as un mec qui peut-être ne va peut-être pas te botter le cul, mais va faire que tu, comment dire, il va te faire prendre conscience que t'as bientôt 30 ans et que t'as peut-être aucune chance de gagner un grand chelem. Donc si tu veux en soulever une, ça peut être celle-là et une par équipe, donc ce sera peut-être un peu moins fatigant, quoi. Non mais c'est tout à fait. Après, on a beau critiquer Noah parce qu'on le critique pour... Alors les gars, on va laisser passer une petite page de le journal avec Martin et on se retrouve tout de suite. Radio One, hits non-stop, 24h sur 24. Radio One 20h. Radio One, le journal. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez en plein cœur de Tennis Talk, un point complet sur l'actualité de ce mardi 22 septembre, à commencer par la situation sur les migrants. Et les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne se sont accordés mardi après-midi à Bruxelles sur la répartition de 120 000 réfugiés à une large majorité pour éviter un nouvel échec face à une crise migratoire sans précédent. Uber espérait que le Conseil constitutionnel sauve son service controversé. Finalement, il a rejeté les griefs soulevés par Uber dans une question prioritaire de constitutionnalité. En bref, Uber Pop est officiellement illégal. L'automobile et le scandale Volkswagen s'étend. Les États-Unis ont rouvert une enquête pénale contre le géant allemand et le président de Volkswagen, Martin Winterkorn, est pour l'instant sur la sellette, même si il a décidé de ne pas démissionner personnellement. La bourse de Paris reste ancrée dans le rouge ce mardi, une baisse de plus de 3,4%, 4229 points, plombée notamment par le secteur de l'automobile après cette affaire Volkswagen. La tendance est également amplifiée par les incertitudes autour de la politique monétaire de la Banque fédérale américaine. Et tout de suite, c'est la suite de Tennis Talk. Radio One, 19h, 20h30, votre rendez-vous hebdomadaire de la petite balle jaune. Karl.
D'ailleurs, ça me dérange un petit peu qu'on dise que mon nom parce qu'on est toute une équipe et il y a plein de gens qui ont des choses à dire et beaucoup bien meilleures que les miennes, donc on va essayer de changer ça. On corrigera ça dans la nouvelle version. Exactement, on va corriger ça parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que moi dans cette affaire. Alors, on repart et on continue. Enzo, on t'avait coupé la parole. Ah oui, on a beau critiquer Noah pour sa suffisance et son opportunisme. Aujourd'hui, personne dans le tennis masculin, je parle, n'a son aura pour coacher l'équipe de France. Et c'est vrai qu'on peut pas juger son futur bilan avant qu'il n'ait lieu. Et aujourd'hui, s'il fait gagner la Coupe Davis à la France, on sera tous mais extrêmement heureux de l'avoir vécu. Donc, voilà. Il faut lui laisser son temps. Par contre, il sera jugé très vite et il a intérêt entre guillemets d'avoir des résultats. Je vais dire un truc qui a rien à voir, mais je serais effectivement très content qu'on gagne la Coupe Davis. Je serais encore plus content si Richard ou Joe ou Gilles ou même Gaël gagnaient un grand chelem. Mais aujourd'hui, ça semble très compliqué, hein. Voire même, presque impossible, tant qu'il y a Djokovic. En même temps, j'ai envie de dire, Karl, Enzo et Guillaume, que si Yannick Noah réussit à proposer un déclic psychologique, et notamment je pense à Joe Wilfried Tsonga en fait, quand je dis ça. Ouais, ça peut être très intéressant. Ça peut débloquer Joe, et honnêtement, Joe qui a quand même déjà gagné 2 Master 1000, c'est le plus gros palmarès français actuellement. Ça veut dire si le palmarès français est maigre. Oui, je suis d'accord. Mais s'il lui apporte ce petit pas ou ces 2 petits pas, étant donné ce que tu as dit et ce qui est très vrai que Joe va respecter Yannick Noah et notamment parce que il va se sentir proche de lui aussi pour des raisons ethniques. Oui. Ça peut permettre aussi en simple à Yannick à Joe de faire quelque chose. Moi j'ai toujours pensé que ce bonhomme il avait un Wimbledon dans la raquette. Voilà, j'aimerais bien qu'il le gagne ce foutu Wimbledon. Après, le problème pour un Joe, c'est que il existe un homme sur cette planète qui s'appelle Novak Djokovic et qu'en grand chelem pour lui ça semble impossible aujourd'hui de le battre. C'est pas une raison. Il est à un point de le battre à Roland-Garros. Si c'est pas Djokovic, ça sera un autre. Il y aura toujours un joueur en forme. À lui, on sait aujourd'hui que quand Joe, à l'image de sa demi-finale en 2008 face à Rafael Nadal, on sait aujourd'hui, ou à l'image d'un match qu'il avait fait contre Federer à Wimbledon, on sait aujourd'hui que Joe, quand il frappe et que ça passe, et que il peut être quasiment injouable. Il peut ou très dur à jouer. Donc, comme à Montréal ou à Toronto. Non, voilà, donc voilà, moi j'ai toujours pensé qu'il avait les cartes en main, encore plus que Richard, encore plus que Gilles et encore plus que Gaël, d'avoir un Wimbledon dans sa raquette, beaucoup moins à Roland-Garros, mais en tout cas un Wimbledon dans sa raquette. Et voilà, si Yannick peut lui apporter ce petit grain de psychologie qu'il lui faut, je dis tant mieux. Non mais c'est vrai que le travail sur la Coupe Davis peut changer la carrière d'un joueur. On se rappelle, même si c'est pas le seul facteur, Karl, je te vois venir, Djokovic, ça a changé sa carrière en 2010 de gagner la Coupe Davis. Contre la France, oui. Et à mon avis, si Lyodra bat Troïki, il a pas la même carrière derrière. Après, il y a le gluten aussi pour Novak, donc. Oui, c'est vrai que manger des barres de céréales sans gluten et faire des pubs, ça. Non, mais c'est beaucoup. Non, mais vous savez, on rigole, mais c'est quand même de ce mec en 2008, 2009. À l'US Open, ayant un coup de chaud, incapable d'avancer. Mais ça l'a changé clairement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais par contre, là où je trouve que c'est risible,
c'est que oui, l'alimentation c'est important, et oui, Djokovic est irréprochable là-dessus. Et quand on voit Benoît Paire envoyer des tweets en train de bouffer un burger à l'US Open, on se dit que c'est peut-être pas la Il même. va en deuxième semaine, quand même. Oui, mais c'est peut-être pas la même rigueur. Mais bon, voilà. Après, gluten ou pas gluten, c'est un peu une boutade. Mais oui, Djokovic a changé. Ça montre à quel point le mec a été motivé et pugnace dans sa manière d'arriver à la place de numéro 1 mondial. Et la rigueur alimentaire, on peut la transposer sur l'entraînement, sur plein d'autres choses. Ah, mais c'est un symbole. Et c'est peut-être, voilà, c'est un symbole. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qu'un Benoît Paire, qu'un Joe Tsonga, qu'un Gaël Monfils n'ont pas. Non, mais tout à fait. Et tout a été commencé par cette victoire en Coupe Davis. Ça lui a donné foi encore plus en son talent. Ça l'a donné encore plus, je pense, ça lui a donné une récompense pour tout son travail fourni jusqu'alors, et ça lui a donné envie de continuer. Aujourd'hui, si on a un capitaine capable de fédérer nos joueurs et les faire progresser, bien sûr à leur échelle, aujourd'hui personne en France peut devenir le nouveau Djokovic, mais si Noah arrive, parce qu'on parle de lui, arrive à les faire progresser, à les faire franchir un palier, aujourd'hui la perspective de la victoire en Grand Chelem n'est pas totalement idiote. Bon, c'est pas totalement idiot, non, mais bon, faut quand même se dire que ces joueurs ont passé un peu l'âge limite, même si on a vu qu'il y avait des gens qui arrivaient par miracle à gagner un US Open comme Pennetta, mais bon, ça arrivera pas tout le temps des trucs comme ça, hein. Ou alors il y a Wawrinka aussi, hein, qui lui a eu un déclic avec Norman. Alors oui, ça c'est un déclic perso en choisissant le bon entraîneur. Ça c'est complètement différent. Et en choisissant un entraîneur qui est un bourreau de travail, hein, pour ceux qui le connaissent, qui le connaissaient en tant que joueur, et pour ceux qui connaissent aussi son académie en Suède, ça rigole pas là-bas, hein. C'est pas le Club Med, hein. Avec ce joueur-là, c'est pas le Club Med, hein. Très 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 méticuleux dans les entraînements, extrêmement précis. Regardez aussi ce qu'il avait fait de l'autre joueur. Pardon, Soderling. Soderling. Eh oui. Ah, Robin Soderling. Bah oui, mais il en avait fait un bon joueur quand même, hein. Un très bon joueur que je remercie tous les ans, moi. Pourquoi pour avoir battu Nadal à Roland, c'est ça? Non, pour nous avoir permis à Roger de gagner Roland, parce que sinon ça aurait fait un peu tâche dans son palmarès quand même. Et d'avoir la même année fourni la plus grande barre de rire aux fans de tennis en montrant une trace qui est à 2 mètres de la bonne trace. Ah, et ça c'était génial, ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est sur YouTube, c'est partout. Face à Nadal. À Rome en 2009. Et c'était 2 semaines avant de le battre à Roland Garros et il avait pris 6-0. Ouais. Et pour nous avoir offert aussi la mononucléose la plus longue de l'histoire de l'humanité. Sans aucun sous-entendu. Pour redevenir sérieux. Voilà. Alors, que pensez-vous? Allez, à titre individuel, de la nomination de Noah, êtes-vous pour, êtes-vous contre? De toutes les façons, on savait très bien que Arnaud Clément n'allait pas durer. Hein, on le savait très bien. On s'est peut-être un peu inventé des histoires face à l'Angleterre, face à la Grande-Bretagne au mois de juillet, mais on savait tous qu'on n'avait pas nos chances sur gazon. Donc, on savait de toutes les façons que ça allait mal se terminer. Tout de suite. Maître Lévy, Noah, oui, non? Ce qui me gêne un peu, c'est que ça fait un peu, on sait pas où on habite, on sait pas ce qu'on fait, du coup on rappelle papa et on rappelle un mec, qui a gagné Roland Garros, qui a du charisme, qui a une grande gueule, et on se dit on est tous un peu perdus. Bon, lui il a l'air d'avoir des couilles, alors on va le prendre. Ça fait un peu ça quand même vu de l'extérieur, hein. Donc ça c'est le premier truc qui me gêne. Le deuxième truc que je trouve
qu'on a déjà dit, donc on va pas s'étendre là-dessus, c'est qu'effectivement, je trouve Noah très opportuniste. Noah, il fait plein d'autres choses, machin. Là, il revient là-dessus. On se dit oui, pourquoi. Sa carrière de chanteur est en train quand même un peu de s'écraser. Voilà, on se dit un peu. Bon, voilà, ça y est, il a poussé la chansonnette. Ça a l'air de moins bien marcher. Il se fait un peu chier. Bon, à part aller regarder son fils jouer des matchs de NBA, peut-être que ça l'occupe pas full time. Du coup, voilà, ok, il sait pas trop quoi faire. Alors en décembre, il critique un peu le truc et puis il se positionne. Et puis il arrive dans une période où peut-être ça va être plus propice pour lui et donc essayer d'être là, ce qu'il aime bien être, en sauveur du monde. Il aime bien se positionner en sauveur du monde. Mais bon, enfin, ça lui a quand même déjà réussi, quoi, tu vois. Oui, non, mais c'est un mec qui est quand même, qui a été la personnalité la plus, la préférée des Français. C'est un mec qui fait. Non, mais on s'en fout de ça, on s'en fout tout le monde. Non, mais c'est un mec qui fait attention à son image quand même. Et on sent quand même qu'il y a la volonté un peu d'être le sauveur quoi. Voilà, d'être là un peu en sauveur de la nation. Après, moi Noah, oui, sur l'aspect psychologique, sur l'aspect entre guillemets avoir des couilles à certains moments du jeu. Après, moi, je trouve que c'est pas forcément un bon message envoyé par la FFT. C'est un message envoyé de dépit et de dire voilà, on sait pas gérer une crise, on sait pas gérer la situation. Du coup, comme on sait pas faire, on fait appel aux vieux gourous et aux icônes. Voilà. Ouais, moi je le prends comme ça. Je pense à peu près la même chose que William, que après sur le plan sportif, ça va mener vers de bonnes choses, je pense. Je pense que la France va gagner la Coupe Davis. Donc on me tombera dessus dans un an si je me trompe. Je pense que la France va gagner la Coupe Davis et que ça peut provoquer un déclic. Je dis pas que ça le provoquera, je dis que ça peut provoquer un déclic et que sur ce point-là, il sera forcément mieux qu'Arnaud Clément, même si le bilan de celui-ci n'a pas été catastrophique, on va pas se mentir. Le souci, c'est que, comme a dit William et comme on l'a répété plusieurs fois, je le trouve un peu opportuniste et suffisant. Ça, c'est une vision personnelle et malgré tout ça, j'espère qu'il fera de grandes choses avec la France et qu'on le verra pavaner dans les médias en disant qu'il a sauvé le tennis français parce que ça voudrait dire qu'il l'a vraiment fait. Guillaume! Ouais. J'étais en train de réfléchir. Bon, non, je suis assez d'accord en fait sur la synthèse, enfin, les avis de mes collaborateurs, de mes amis. Je sais pas s'il est vraiment. Je me pose la question sur l'opportunisme. Est-ce que c'est pas simplement. Est-ce que ça pourrait pas être sincère aussi en se disant, allez, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire plaisir. Je pense que je peux vraiment apporter quelque chose. C'est le bon moment parce que après, dans quelques années, ce sera trop tard. Opportuniste, mais dans le bon sens. Je veux dire, pas dans le sens, oui, bon alors. Est-ce que c'est vraiment important qu'il soit opportuniste dans le bon ou dans le mauvais sens, s'il arrive à faire gagner l'équipe? Après, non, c'est bien ça qu'on disait, Karl, avec William, qu'on serait très heureux que la France puisse gagner la Coupe Davis, et que au final, pour te répondre Guillaume, ce qui fait penser malheureusement à un opportunisme négatif, s'il faut vraiment aller dans ce détail-là, c'est ces déclarations sur le tennis français à longueur de temps, où il passe son temps au final à critiquer, et c'est assez désagréable. Ben, c'est désagréable, mais regarde un peu ce qu'on a. On a soi-disant une génération de mecs géniaux, etc., qui ont quand même fait des résultats, qui ont été quoi? Il a été combien au meilleur, au plus fort de la mêlée de son gars? 5e, 6e? Ouais, il a dû être 5e, ouais. Bon, voilà, mais il a pas gagné un grand chelem. Richard Gasquet a été 7e au plus fort de la mêlée, mais il en a pas gagné une non plus. Il a même pas gagné un Master 1000. Il a été 8e, ouais. Après, qui on a? On a Simon, il a fait le Master, il a dû être 9e, quelque chose comme ça. Il a été 8e, je crois, dans sa carrière. Voilà, bon, voilà, on n'est pas loin. Après, on a comment s'appelle-t-il? Gaël Monfils, qui a fait des demi-finales
à Paris. Normalement, il a peut-être lui aussi, il a peut-être un Roland Garros dans les pattes ou ou dans la raquette, mais bon, Il est pas dans la tête, quoi. Mais il l'a pas dans la tête. C'est je sais pas si moi j'arrive pas à sonder les têtes. Ah, En tout cas, dans la c'est raquette, dur. À Roland Garros, il perd contre Federer en demi-finale. Il fait pas un mauvais match. Bon, il a beaucoup de mental, Gaël, à Paris quand même. Globalement, il fait des. Il a l'air d'être à l'aise, mais en tout cas voilà, voilà des gens qui, il a été combien, Gaël, au plus fort de la mêlée, 9e. Ah ouais, je dirais c'est ça. Ouais, je dirais un petit top 10 quoi. Et donc on se retrouve avec des gars comme ça qui sont tous des aspirants à la gagne et qui n'arrivent pas à gagner. Mais après, on a peut-être trop de. Le problème, c'est que quand t'as 4 joueurs en permanence qui se retrouvent entre la 10e et la 20e place. On n'a plus personne derrière. Hein. On n'a plus personne derrière, mais surtout, ça fait peut-être trop de leaders pour la Coupe Davis, tu vois. Parce que finalement, on sait pas qui est le leader de l'équipe de France. Alors, on dit Gasquet, Tsonga, Gasquet. Non, pas Gasquet. C'est pas Gasquet. Ça peut pas être sûrement Gasquet. pas Gasquet, ouais, mais bon, l'année dernière, le leader, c'était plus ou moins mon fils quand même. Oui, c'est le seul. C'est le seul qui a montré une image tout à fait correcte de ce qu'était un vrai joueur de tennis compétiteur. Voilà, l'année dernière, en finale, s'il y a qu'un joueur à retenir, c'est mon fils. Et d'ailleurs, il bat Federer et en 3-7. Donc voilà, le problème c'est le leader c'est Tsonga, le leader c'est mon fils, le leader c'est Gasquet, c'est Gilles Simon. Voilà, on sait pas trop. Pareil en double, on n'a pas d'équipe stable. Non, c'est pas vrai. En double l'année dernière, on avait une très très bonne équipe qui a fait. Oui, non, mais je veux dire, on n'a pas une équipe. On a 2 très bonnes paires. On n'a pas une équipe type de Coupe Davis. Il y avait une statistique intéressante. Sur 12 matchs que Arnaud Clément a joué en Coupe Davis en double, il a changé 9 fois de combinaison, je crois. D'accord, mais c'est parce qu'il est influencé par les joueurs. Franchement, il est influencé par les joueurs. Ah, je veux jouer, je veux pas jouer avec lui, je veux jouer avec lui. C'est des conneries. C'est exactement comme le caprice qu'avait fait Tsonga en voulant jouer avec l'Audra pour les Jeux Olympiques. Parce qu'il était sûr, en jouant avec l'Audra, qu'il allait avoir une médaille. Donc il a piqué l'Audra à Beneteau, qui s'est retrouvé à jouer avec quelqu'un d'autre. Bon, ok, il a eu la médaille d'argent, Beneteau a eu la médaille de bronze. C'était très très moche. Alors on aurait dû dire Beneteau-Laudra, ça joue ensemble, ça joue ensemble pour et toi si tu veux jouer en double, démerde-toi mon pote. Tu vas trouver un mec. Il faut dire quand même que ce qui était assez paradoxal avec Clément, c'est que ça a été un très bon joueur de double, notamment quand il joue avec Liodra, et donc il connaît l'importance des automatismes en double, mais il n'est jamais arrivé à l'imposer en équipe de France. Exactement, imposer la paire. Un paradoxe assez incroyable, parce que normalement, un capitaine, s'il a du vécu, il doit s'en servir. C'est à ça que sert d'avoir été un ancien joueur, comme on en parlait avec Mouratoglou. C'est à ça que servait d'être un ancien joueur et d'avoir un passé, un vécu. Et là, il a renié totalement son vécu pour céder aux caprices des joueurs, alors que lui, il aurait très certainement mal pris si à l'époque, on lui avait, entre guillemets, piqué sa place en double, ou si on l'avait changé de partenaire. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Ouais, mais bon. Ouais, mais bon, il y a eu des erreurs, et c'est normal qu'il saute. Hein. On peut pas faire des conneries comme ça tout le temps et ne pas sauter. Mais c'est clair que l'année dernière, Beneteau, Roger Vasselin, ça devait jouer tout le temps. Ouais, mais en même temps, si t'arrives pas, Karl, si t'arrives pas à avoir de l'influence sur les joueurs et à leur imposer tes choix et que t'es en perpétuel négociation de devoir écouter les caprices de l'un ou de l'autre. Parce que il a peur que les mecs s'en aillent. Combien de mecs ont été exclus de l'équipe de Coupe Davis et on leur a dit au revoir monsieur, on ne veut pas de vos caprices, vous dégagez. Et il y a un moment, il faut le dire, il faut être capable de le dire, il faut dire je préfère faire, t'es peut-être bon mais je fais sans toi. Okay, ouais, mais Arnaud, c'est pas Clément, c'est le mec sympa. Oui, c'est le mec sympa. Mais oui, mais c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. C'est aussi, si tu veux, c'est là où t'as tout le truc. Ils l'ont choisi parce qu'ils savaient
qu'avec lui, il pourrait faire. Ouais, non, mais c'est ça. C'est pas qu'ils auraient pu le voir, Mais ils oui, l'ont mais joué oui. comme une merde. Ils l'ont choisi parce qu'ils savaient effectivement qu'ils auraient les pleins pouvoirs et qu'ils seraient capables d'imposer leur choix, évidemment, mais évidemment. Et ça se retourne contre eux. Mais c'est comme quand t'es gamin et que tu choisis la classe où le niveau est la plus faible parce que tu dis que tu vas pas en branler une. C'est exactement au même niveau. Non mais C'est exactement la même chose, Karl. Ça fait un peu gosse. T'as choisi la solution de facilité, quoi. non mais on a une tradition en France aussi, c'est peut-être un petit peu en dehors de ça. On a une tradition en France en Coupe Davis que personnellement je ne comprendrai jamais. C'est que on prend toujours, au lieu de prendre une paire, on la décompose pour prendre un joueur de simple au cas où. Et ça, il n'y a qu'en France qu'on le fait. Parce qu'on n'a pas confiance dans nos joueurs de simple. Parce que Non, les gars, je voudrais dire un truc là-dessus. N'oubliez pas quelque chose d'important. Et on sait quand même que l'histoire se répète, et dans le sport également. À chaque fois qu'on a gagné la Coupe Davis, on avait une vraie équipe de double. On avait une vraie équipe de double. Et c'est vrai parce que si vous regardez même la dernière fois en 2001, au moment où c'était Santoro et Pioline qui avaient joué ensemble, ça faisait 3-4 ans qu'ils jouaient ensemble et Pioline il était en fin de carrière, il s'était concentré sur le double. En 96, on avait forgé avec Delettre, je pense, ou Santoro. Même Enfin, en 2010, on avait Yodra Clément et on gagne. et on gagne parce qu'ils ont joué ensemble tout Mais bien le sûr, long de la campagne. c'est Et ils ont fait un match incroyable. Et là, Dans un des plus beaux matchs de double que j'ai eu effectivement, l'occasion de voir. et autant j'ai dit aussi du mal, j'ai critiqué Forger sur certaines décisions, autant en double, il avait ça, il possédait ça, et peut-être de l'ancienne génération, mais enfin, dans d'autres pays, ça se fait encore. Donc, en Espagne, c'est Marc Lopez qui joue, hein, et en simple, il a pas joué un match depuis 15 ans, et personne se pose la question. Alors qu'il pourrait mettre Nadal Verdasco ou Nadal Ferrer, s'il voulait. Donc, nous, on est complètement dans l'erreur, et Clément, mais comme l'a dit Karl, et moi je partage l'analyse, Tsonga et les autres, ils avaient envie de jouer en double, donc ils jouaient en double. Alors qu'effectivement, on aurait dû mettre Roger Vasselin Beneteau, on aurait dû mettre, là on devrait mettre Mahu Herbert, avant on aurait dû mettre, on aurait dû en mettre d'autres, mais depuis que Liodra, depuis 4-5 ans, effectivement qu'il est sur la fin, on a décidé de faire autrement. Et on Surtout que, même si c'est pas facile de battre Federer, Wawrinka, ils sont prenables en double. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bah, et encore, on l'a, j'allais dire, on l'a prouvé le week-end dernier. Non, mais on l'a prouvé en disant que Federer, qu'on sacralise entre guillemets en double, était quand même battable, que Wawrinka, c'est pas le meilleur volleyeur de tous les temps non plus, et qu'on avait toutes les cartes en main en double pour au moins les déstabiliser et pas prendre 3-7 presque sans exister. Mais oui, mais alors là, il y a aussi toute cette histoire de cette espèce de truc, de secret d'alcôve. Je suis blessé, je suis pas blessé. Non, je suis pas blessé, je joue quand même. Ah, mais je viens de jouer, mais je suis blessé, donc je peux pas jouer le double. C'était aussi tout à fait pourri, ça. Si ton mec est blessé, tu dis, ok, on se passe de toi, mon ami. C'est tout. Non, mais D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait la même chose chez les Suisses, hein, avec Federer. Je suis blessé, Non. je suis pas blessé, je suis blessé. Non. Moi, je me rappelle d'avoir fait un tennis talk et j'avais dit, voilà, je viens de parler à un physio. Le mec a dit, ce n'était pas très grave ce qu'il avait. Ça allait se remettre et en fait, ça allait se remettre doucement. Je sais plus ce qu'il avait exactement, mais on savait tous qu'il allait se remettre doucement. Les Suisses nous ont eu, ils ont joué avec ça. Contre nous. Nous, on s'est dit, il est blessé. Mais en fait, ils savaient très bien qu'il n'était pas si gravement blessé que ça. Ouais, mais il lui manquait un peu de temps. On l'a quand même vu jouer avec des t-shirts spéciaux, machin. Il est pas non plus. Gaël fait un bon match et voilà, il est pas non plus à 1000%, à 100 000% Federer dans cette. Ouais, mais contre Gasquet, moi je me souviens d'avoir commenté le match sur Kicast. Enfin, je commentais pas, j'aime pas commenter, mais je faisais des petites apparitions pour dire comment ça se passait, comment ça allait se passer. Pour un mec malade, il allait très bien. Hein. Il a atomisé Gasquet. Gasquet n'a rien vu, il a pas vu le jour, Gasquet. non, mais après,
on arrive encore à un problématique de est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Moi, je pense Bien que sûr, mais on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Bien sûr, On peut bien sûr. toujours mieux utiliser ce qu'on a. On peut toujours aussi arrêter d'avoir la grosse tête en pensant que le public machin, que le truc, etc., que les Suisses se sont engueulés. On a, au lieu de se concentrer sur nous-mêmes, on s'est concentré sur les autres. Et ben, il faut quand même préciser que le point positif de cette finale de la Coupe Davis, c'est que il y a eu un beau stade avec quasiment 30 000 places, que ça a été bien organisé. Non, mais il faut le dire quand même que voilà, en tout cas les choses ont on fait quoi on fait une carrière d'organisateur ou on fait une carrière de pays mais mais parce qu'on se concentre quand même sur le négatif de cette finale. Ça a été une belle manifestation. T'as pas gagné. Ah mais d'accord, mais ça a été une belle fête du tennis à Lille, une belle manifestation. T'es là pour gagner. Les finales, c'est fait pour être gagné. Et le reste, la fête, le truc, on s'en fout. On fera encore plus la fête comme des malades quand on aura gagné. Non mais je suis d'accord, mais c'était quand même un chouette moment quoi, voilà, c'est tout. Non, c'était un moment atroce parce qu'on s'est fait avoir et qu'on s'est fait avoir comme des idiots et qu'on croyait la gagner, qu'on n'a rien fait du tout et que les joueurs ont montré qu'ils n'étaient pas bons à part mon fils qui était vraiment dans un état second et qui était vraiment, il avait la bave aux lèvres et c'est vraiment le seul truc qui a un intérêt. C'est qu'il sait qu'il peut se mettre dans cet état-là. Il faudrait qu'il arrive à se mettre dans cet état-là. Et d'ailleurs, le pauvre, il a pas pu jouer son deuxième match. Bah non, c'est pas la peine. Mais non, mais c'est là où on se dit que finalement, c'est vrai que si le double bascule, derrière, il y a Gaël Monfils contre Wawrinka, quoi. Tout est possible, bien sûr, et tout est possible. Et vu ce qu'avait fait Gaël 2 jours avant sur Terre, voilà, on se dit Monfils contre Wawrinka, il peut y avoir match et ça aurait été en plus, c'est vrai, quand même beaucoup plus sympa que le trophée se joue sur un match décisif entre on Monfils. Ouais, mais on le mérite pas. On le mérite pas d'arriver à 2-2. Faut le mériter d'arriver à 2-2. Faut tout donner. Faut tout donner pour arriver à 2-2. On n'arrive pas à 2-2. C'est vrai que là, le dimanche, ça a été un peu tristounet. Cette espèce de finale perdue en un peu plus d'une heure par Gasquet, où on n'y a absolument jamais cru, où il se fait complètement atomiser et où à 14h30, l'affaire est pliée, quoi. Non mais après, je pense que on va, comme a dit Karl, on peut toujours faire mieux. Il faut toujours tirer des enseignements parce que ce sont les défaites qui forgent les grands hommes. Et là, on va pouvoir ce que je pense que Noah connaît un peu la problématique, se recentrer sur un double vraiment très performant et une équipe basée sur un double performant et derrière des simples, on laisse les joueurs de simple à leur place, les joueurs de double à leur place et chacun fera son boulot et c'est comme ça que la France pourra renouer avec ce trophée. Ok, bon, il nous reste, on va conclure là-dessus. Guillaume, un petit mot, Guillaume, pour conclure. C'est toi qui vas conclure, tiens. Ouais, je vais conclure. Écoutez, on va attendre aussi le tirage au sort, mais c'est excitant. Si on met l'opportunisme de côté, les mauvaises méthodes de la Fédé qui se débarrasse de Clément comme d'un malpropre, excité quand même de voir Noah revenir. Et puis le staff, on avait parlé de Pioline, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais voilà, on peut se dire que quelque chose va changer et vivement la saison prochaine pour voir ce que ça va donner sur le terrain. Ok, vivement la saison prochaine. On termine là-dessus. La semaine prochaine, on parle de Metz, Saint-Pétersbourg, Tokyo, Jiangsu. On parle de tout. Ce sera WTA à côté. Alors, il faut juste pas faire offense à Metz. On dit Metz et pas Metz. Ils aiment pas Metz quand on dit Metz. Je vais rajouter, j'ai oublié, je voulais juste faire comme une dédicace comme à la radio, hein, c'est ce qu'on dit, à mon pote, un de mes meilleurs amis, Grégoire Burquier, qui a failli battre Gilles Simon ce week-end en finale de l'Open de la baie de Somme. Voilà. Ah, c'était contre Gilles Simon carrément. Ouais. Donc il a gagné le premier set et il a perdu en 3. Voilà. Bon, j'espère qu'on va pouvoir l'avoir en interview, ce garçon, bientôt. Bien, et il se marie ce week-end, donc je lui en parlerai. Ok, voilà, on l'embrasse, alors bravo, et puis on espère qu'il va faire des résultats. Allez,
Bonne soirée à tous, bon tennis et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One.